C'est parti pour le grand rendez-vous de l'IA, de l'intelligence artificielle dans Smart Tech. Aujourd'hui, autour de la table, Charles Martinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des politiques au Centre pour la sécurité de l'IA, le CESIA. Vous élaborez des recommandations pour la gouvernance internationale et européenne de l'IA. Vous êtes également chercheur affilié à l'Oxford Martin AI Governance Initiative et vous avez été Summer Fellow au Centre for the Governance of AI. Merci d'être avec nous. Merci. À côté de vous, Guylain Deperfeu, bonjour. Bonjour. Guylain, partenaire chez Wavestone, vous dirigez les activités liées à la donnée et à l'IA. Vous accompagnez les grandes entreprises, tous secteurs confondus, dans cette transformation vers l'intelligence artificielle, de la stratégie au développement d'algorithmes de machine learning. Alors, on va commencer avec cet article, moi, qui m'a passionné, vraiment, même beaucoup interpellé. C'est ces intelligences artificielles qui ont du mal, finalement, c'est le moins qu'on puisse dire, à citer leurs sources. C'est un article qui a été publié par Columbia Journalism Review, tout début du mois de mars, et on découvre à travers les travaux du Tau Center for Digital Journalism. Alors d'abord, on entend que près d'un Américain sur 4 déclare désormais avoir utilisé l'IA à la place des moteurs de recherche traditionnels, et on découvre que sur 8 outils que tout le monde connaît aujourd'hui d'intelligence artificielle qui savent faire de la recherche, enfin qui sont censés savoir le faire. On parle de Perplexity Pro, de Grok 2 et 3 Grok Search, de ChatGPT Search, de Copilot, de Gemini, de DeepSeek. Eh bien, quand on évalue leur capacité à citer des sources, c'est une catastrophe. Alors, j'irai peut-être plus en avant dans le détail si vous voulez, mais une première réaction déjà de votre part m'intéresse. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une tendance qui remonte quand même à quelques années. C'est-à-dire qu'on constate depuis plusieurs années maintenant que les systèmes d'IA ont tendance à ce qu'on appelle halluciner, c'est-à-dire qu'ils génèrent des fausses informations. Dans ce cas-là, dans cette étude, on voit par exemple Grok, donc qui vient de xAI, l'entreprise d'Elon Musk, qui, dans ses réponses, fournit des fausses informations 94% du temps, ce qui est quand même absolument énorme. Pour un système, fausses sources, en fait. Parce ou des que fausses faut sources. peut-être rappeler quand même la méthodologie. Donc, en fait, les chercheurs ont fourni à chaque IA des extraits d'articles de médias qui, quand on les met dans un moteur de recherche traditionnel, en l'occurrence celui de Google, dans les 3 premiers résultats, on obtient les articles avec leurs sources directes, les articles d'origine. Et donc, ils ont demandé aux IA d'identifier à partir de ces extraits le titre, de fournir la date de publication et l'URL avec le nom de l'éditeur, donc de retrouver la véritable source. Et vous nous rappelez donc que dans Grok, dans 96% des cas, c'est un échec. 94% des cas, pour Grok en tout cas, c'est un échec. Donc ça montre quand même, encore une fois, cette tendance à halluciner. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que pour le coup en France, c'est la majorité des 18-25 ans qui disent maintenant accéder à l'information ou avoir utilisé au moins des systèmes d'IA pour accéder à l'information. Ce qui est inquiétant quand on constate du coup cette tendance à halluciner. Ouais. Ça montre aussi autre chose, ça montre la limite des systèmes d'IA. Ça ne concerne pas que l'hallucination, ça concerne tout un tas d'autres questions de sécurité. Après, il faut aussi prendre un petit peu de recul. C'est-à-dire que la vitesse des progrès en IA va si rapidement que des limites qui étaient présentes il y a un an peuvent ne pas l'être dans un an. C'est vrai. On a vu par exemple l'exemple des systèmes d'IA de génération d'images qui montraient au début des personnes avec des mains à 6 doigts par exemple. Et ça a été un problème pendant très longtemps. Et maintenant, on voit que ce problème est totalement résolu. Pareil, sur les systèmes de génération d'images, c'était impossible, jusqu'à il y a quelques mois, de générer une image avec des mots de manière fiable, de mettre des phrases entières. Maintenant, c'est résolu aussi. Donc, il faut aussi anticiper et comprendre que ce sont des limites qui sont pour l'instant structurelles, mais qui pourraient être résolues bientôt. Oui, c'est une photographie, en fait, alors que Exactement. tout ça est tout le temps en mouvement. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Guylain. En fait, il faut revenir à la base. C'est-à-dire que là, on parle d'IA générative. Le propre de l'IA générative, et pas de chercher, c'est de générer. Non, mais c'est vrai. C'est comme si on essayait d'utiliser la zone du cerveau propre au langage pour faire des calculs. Oui. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on essaie de prétendre qu'on a des IA générales qui sont capables de résoudre tous les problèmes que le cerveau humain sait résoudre. C'est faux. Les IA génératives, elles sont très fortes pour parler, parfois trop, parfois mal, etc. Elles sont très mauvaises pour chercher de l'information précisément, en fait. Et du coup, toute la question, et aujourd'hui, ça n'a pas été fait, c'est comment on fait pour combiner des IA, on va dire traditionnelles, celles qu'utilise Google pour son moteur de recherche, pour mettre de la page. Donc il y a une partie qui est liée à la pub et à combien on paye pour... voilà, mais il y a une partie aussi qui est liée à la précision du contenu par rapport à la recherche. Et du coup, là, il y a
une idée qui était celle de Google à la base, de dire dès que vous tapez un prompt et que vous posez une question à Gemini en l'occurrence, on pourrait l'imaginer sur d'autres, d'abord on va activer les IA traditionnels et si on n'a pas de résultat suffisamment satisfaisant ou si on veut d'autres choses, c'est-à-dire faire une synthèse du document, alors on va chercher l'IA générative qui est très forte pour ça. Et là aujourd'hui on essaie d'utiliser la même zone du cerveau pour tous les usages possibles et ça ne fonctionne pas. Voilà. Ouais. Alors je suis d'accord, ça va progresser, on va trouver des façons de le faire et d'ailleurs ils vont intégrer cette logique un peu multi-agent dans leurs outils pour, j'allais dire, débrayer et aller chercher des IA un peu plus performantes, voire pas des IA du tout de temps en temps, pour certaines parties ou certaines tâches qui sont des décompositions de la tâche globale qu'on lui demande de réaliser. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs parce que du coup, on s'aperçoit quand même qu'il faut faire très très attention avec les résultats qui sont proposés par ces IA génératives. Mais c'est une mauvaise nouvelle, alors là, pour le coup, une très mauvaise nouvelle pour les éditeurs de presse, pour les médias. Puisque si on n'est plus capable de renvoyer vers la source d'origine, c'est des revenus importants en fait qui disparaissent. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour les moteurs de recherche. Oui. Parce que ça veut dire finalement, on n'est pas encore dans cette phase de remplacement par les IA génératives. En fait, si les gens ne sont pas suffisamment feignants pour ne pas se contenter de mauvais résultats, oui, c'est une bonne nouvelle. Non, et aujourd'hui, c'est pour moi le point le plus préoccupant, c'est qu'effectivement les jeunes, et pas que aux États-Unis, y compris en France, utilisent beaucoup ces outils comme la vérité absolue et comme une façon facile de ne pas avoir à raisonner. Oui. Or, ces outils sont des outils informatiques assez complexes et il faut savoir leur parler. Il faut savoir les prompter dans l'ordre, avec une chaîne de pensée, si vous voulez qu'ils soient précis dans les réponses qu'ils vont vous faire. Et en fait, même cette étape, souvent, on l'oublie un peu. Et dans le cas et l'étude qui a été faite, c'est un peu ça. Je demande une question très générique, mais je guide pas le moteur, enfin l'intelligence artificielle, pour qu'elle me donne les bonnes réponses. Et du coup, il y a un vrai sujet de formation et d'habitude des utilisateurs pour savoir finalement apprendre à parler un peu le langage informatique, à décortiquer son raisonnement et à le faire travailler par étapes. Et là, on aura des résultats qui seront un peu plus probants. Moi, j'avais même proposé, enfin comme ça, à personne en particulier, mais de manière générale, qu'en fait, qu'il y a un message qui alerte pour dire « je ne suis pas un moteur de recherche, je ne fais que générer des réponses à partir de choses que je collecte ». Parce que ce qui est perturbant quand même mais ça permet de comprendre le mode de fonctionnement de ces IA génératives. Charles, j'imagine, c'est ce que vous allez me répondre. Mais ce qui est perturbant, c'est que il n'alerte pas forcément sur le fait qu'il n'a pas réussi à trouver la source. Il est capable d'inventer même des URL. Tout à fait. Et c'est encore un problème aujourd'hui. Il y a aussi une question, donc certaines IA, comme ChatGPT par exemple, mettent un petit message comme quoi il faut vérifier la véracité des informations données. Mais les entreprises d'IA de manière générale ne font pas d'efforts particuliers de communication pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une source de vérité. Donc il y a un effort à faire de ce point de vue-là. Il y a aussi un effort à faire pour les entreprises de l'IA. Un effort qu'il faudrait contraindre par des règles internationales, puisque vous travaillez sur ces sujets-là. Exactement. Il y a actuellement déjà des règles qui sont en train d'être mises en place au niveau européen, avec l'AI Act qui a été passé l'année dernière, et maintenant un code de bonne pratique qui s'applique particulièrement aux fournisseurs des plus grands modèles. Et notamment, une des règles qui est contenue dans ce code de bonne pratique, c'est l'obligation d'évaluer ces modèles. C'est-à-dire de regarder, de les tester, de regarder leur performance, de regarder leur sécurité. Et cette obligation d'évaluation, elle est importante parce qu'aujourd'hui, il y a une pression au déploiement qui est très forte. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique de course où chaque entreprise va essayer de sortir un modèle avant les autres, ce qui fait que le temps passé à tester les modèles est réduit. Les entreprises sont incitées à ne pas passer trop de temps à tester ces modèles. Il y a moins de principes de précaution. Alors, je voulais vous faire réagir aussi sur cette actualité très franco-française. C'est Mistral AI qui a signé un partenariat sur 5 ans avec CMA-CGM. Donc, une vingtaine de salariés vont aller travailler de la start-up Mistral AI, qui vont aller travailler vraiment au sein du groupe, dans les locaux, pour déployer des solutions sur mesure. Comment vous voyez ce deal, vous, du point de vue du consultant ? Il se passe quelque chose là d'important aujourd'hui en France ? Oui, en fait, c'est une excellente nouvelle pour moi parce que, j'allais dire, pour la première fois depuis bien longtemps, on a un partenariat entre une société européenne, en l'occurrence française, et une grande société française sur la base de l'envie
et de la désirabilité du produit et de ce qu'a construit Mistral. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire quelque chose qui donne envie. Et on n'est pas dans une logique où on impose par la norme, où on impose par plein d'autres moyens la souveraineté ou la peur. On est dans une entreprise qui a envie. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font que ça, CMA-CGM. Ils font plein d'autres choses avec Google. Ils l'avaient annoncé un peu plus tôt sur des sujets plus, on va dire, moins souverains ou moins dangereux. Et ils travaillent déjà beaucoup avec les clouders américains et ils vont continuer et c'est très bien. Donc, ils avancent, ils vont vite, ils vont fort. Mais là, ils se disent, j'ai une pépite, ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser et donc on va construire quelque chose ensemble. Et ce n'est pas les seuls. Il y a pas mal d'autres entreprises et administrations françaises qui ont entamé ou qui avaient entamé des discussions avec eux. Et donc, je trouve qu'on est sur un move qui est super intéressant. Où vraiment on va commencer à construire quelque chose, encore une fois sur la base de l'envie et pas sur la base de l'obligation. La désirabilité de nos entreprises françaises, effectivement, dans la tech, c'est important. Un mot là-dessus, en fait, ils vont commencer à travailler sur la relation client et puis le fact-checking. C'est ça, exactement. Donc il y a 2 versants principaux. Il y a pour les aspects service client, gestion de la documentation logistique et un aspect fact-checking. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre l'utilité d'intégrer l'IA concrètement dans des cas d'usage qui sont précis, qui répondent à des besoins métiers concrets. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer des grands modèles de langage, il faut aussi les adapter et les intégrer dans les process des entreprises de tous les jours. Alors, autre actualité, c'est cette loi de simplification qui est en ce moment étudiée en examen à l'Assemblée nationale et qui contient un article 15, pour être précise, qui va autoriser le gouvernement en fait, à octroyer au projet de construction de très gros data centers, on parle de surface entre 30 et 50 hectares, une facilité. En fait, ils seront sous un label de projet d'intérêt national. Il y a des mouvements de résistance, là, j'ai vu, qui s'organisent. On a le collectif Le Nuage sous nos pieds, la Quadrature du Net, Hiatus, qui appelle à la suppression de cet article 15. Quel est votre sentiment là-dessus ? Il faut arrêter la course au gigantisme ou au contraire, la France, là, elle a du retard, donc il faut qu'elle y aille plus vite. Alors, c'est une bonne question. Il y a effectivement un enjeu quand même de souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a un besoin en France d'avoir des data centers qui sont compétitifs et qui sont efficaces, en maintenant quand même des normes environnementales d'efficacité et de sobriété. Après, ce qui est aussi important, c'est pas tant où sont les centres, les data centers, c'est aussi notre capacité, la capacité des entreprises françaises à y accéder, et aussi ce qu'on fait avec cette puissance de calcul. C'est-à-dire que si on utilise cette puissance de calcul pour des applications qui n'ont pas d'avantages, soit économiques, soit sociétaux, c'est quand même dommage. Il y a aussi une question en fait, de conditionnalité qui n'est pas présente pour le coup dans le projet de loi simplification, parce que l'idée c'est justement d'enlever les normes. Il y a une question de faire en sorte que la puissance de calcul soit utilisée à des fins bénéfiques pour la société. Moi, je l'ai déjà dit sur cette antenne, je ne suis pas un fan de la course au gigantisme sur ce sujet des data centers. Il y a des choses à faire, on a pris du retard, il faut en construire. Donc je trouve ça bien d'aller vite et pas de prendre 3 ans si on veut en construire un. Donc je pense qu'il faut accélérer, je pense qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, on a ce qu'il faut ou on aura ce qu'il faut pour le besoin des entreprises. On n'a pas besoin de giga data centers pour la plupart des cas d'usage. On parlait de CMA, CGM et Mistral. Ils sont capables de traiter la plupart des cas d'usage. Il y a des énormes volumes de données sans forcément avoir des giga data centers. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'usage grand public. Et finalement, ça pose des questions aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi Microsoft, pourquoi Google, pourquoi Amazon ont besoin de faire grossir leur data center à ce point-là? C'est par les usages grand public de l'IA générative qui sont énormes. Vous avez tous vu les petites figurines personnelles sur LinkedIn, etc. Les usages dont on peut douter de la valeur ajoutée pour la société, mais néanmoins qui sont très, très, très utilisés. Et ça génère des besoins énormes en data center. Et du coup, si c'est pour faire ça, effectivement, moi, je pense que ce n'est pas la bonne voie. Et pour autant, on peut se poser la question, parce que si on ne le fait pas, les gens le veulent. Et est-ce qu'on préfère finalement qu'ils utilisent ChatGPT ou Grok pour poser des questions, etc. et potentiellement d'ailleurs se faire manipuler un peu, ou est-ce qu'on préfère qu'ils utilisent le chat sur des gros data centers français? Et donc la question, elle est beaucoup plus compliquée que ça, et elle est beaucoup liée aux usages. Et en favorisant les très gros data centers, est-ce qu'on ne favorise pas de fait aussi les hyperscalers?
C'est l'autre question. Ouais. C'est l'autre question. Pour moi, ce serait super. En tout cas, il ne faut surtout pas qu'on bloque les acteurs français du cloud qui sont en difficulté depuis des années, qui essaient de percer. Je pense qu'ils ont une opportunité un peu unique avec les questions de souveraineté de vraiment percer. Il ne faut surtout pas les bloquer. Il faut qu'on les aide à aller vite. Et peut-être pas qu'on aide de trop les Américains quand on voit aujourd'hui les tensions qu'il peut y avoir sur un certain nombre de sujets. Ouais, donc au-delà même de la préoccupation environnementale, il y a quand même plusieurs points d'alerte, je pense, pour les députés qui nous écoutent, on espère. Autre information, Charles, que vous aviez relevée, c'était cette division en Europe autour de ce projet de CERN, d'organisation européenne, autour de la recherche sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. En fait, c'est un débat qui revient assez souvent depuis quelques années maintenant, avec l'idée que l'Europe a des forces et les pays européens doivent collaborer ensemble pour essayer de rattraper leur retard face aux alternatives. Donc c'est un débat qui revient. On commence à avoir des embryons de CERN pour l'IA, des initiatives. Il y a la Commission européenne qui a annoncé une initiative des usines pour l'IA, AI Factories. Oui. Il y a aussi des projets d'investissement massifs qui ont été annoncés lors du sommet pour l'action sur l'IA, et récemment aussi. Donc il y a cette question de développer une alternative européenne. Et pourquoi ça divise? Qu'est-ce qui divise? Alors il y a plusieurs aspects qui divisent. Pour certains, ce n'est pas le rôle de la puissance publique de favoriser le développement d'une IA. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément une défaillance de marché en ce moment sur le développement de l'IA. Par contre, l'aspect sur lequel il y a une défaillance de marché, c'est justement la question de la sécurité et le développement d'une IA sûre. Et c'est là que pour certains, il y a un rôle pour l'Europe de développer une infrastructure de calcul qui peut être utilisée par des chercheurs, par des PME, par aussi des grandes entreprises, pourquoi pas, si elles le font d'une manière sécurisée et sûre et bénéfique. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Je rappelle qu'on était en compagnie de Guylain de Pierrefeu, expert en IA au sein du cabinet Wavestone, et de Charles Martinet, responsable des relations institutionnelles au CESIA. Merci encore. Merci.